Le quatuor impérial accompagne l'apparition viennoise de Karl Habsburg sur un rythme endiablé. Wenn wir heuer 1000 Jahre, nicht nur 1000 Jahre Augustin, sondern 1000 Jahre Österreich feiern, und man sieht, wo diese Feiern überall stattfinden. Von Chile über die Philippinen bis zu den Vorlanden Günzburg bis nach Czernowitz, überall gibt es 1000 Jahre Österreich feiern. Österreich ist in den 1000 Jahren nicht untergegangen. Die Idee hat sich immer weiter ausgebreitet. Und das bin ich überzeugt, dass diese Idee auch in der Zukunft tun wird. Dass diese österreichische Idee sich auch in dieser europäischen Idee umsetzen wird. Österreich hat einfach einen enormen Charme und eine enorme Ausstrahlung. Das dürfen wir nicht vergessen. Au marché aux puces de Vienne, on retrouve cet incroyable mélange de langues et d'ethnies qui existait déjà sous la monarchie autrichienne. Depuis 70 ans, les populations des États-nations ont connu différents régimes et pourtant, Vienne a toujours incarné leur rêve de prospérité. L'ombre du vieil empereur François-Joseph, père de toutes les nations, continue de hanter la mémoire collective. Cet ancien empire de 50 millions d'habitants regroupait une multitude de nationalités. À côté des Allemands et des Hongrois, la monarchie de l'aigle bicéphale régnait sur les Tchèques et les Slovaques, les Polonais, les Ukrainiens, des Croates, des Serbes, des Slovènes, des Roumains, des Italiens, des Juifs, des Arméniens, etc. L'hymne impérial, Gott erhalte, était chanté en 13 langues. Et Vienne était le cœur de l'empire austro-hongrois, la capitale du plus vaste empire en Europe après la Russie. Incapable de résister au nouveau nationalisme, l'empire s'est disloqué. Ses reliques ont été allègrement pillées. Elles se vendent d'ailleurs très bien, et la nostalgie d'un monde de faste et de luxe disparu fait grimper les prix. On prise le kitsch, l'art et l'artisanat K und K, kaiserlich und königlich, c'est-à-dire impérial et royal. Certains rapportent des rosaires et des images de la Vierge de leur pèlerinage. Les touristes qui déambulent dans Vienne, des républicains convaincus dans leur majorité, chinent à la recherche d'une tasse à café ou d'une assiette à l'effigie du Kaiser ou de Sissi. Les protagonistes de la fin d'un monde sont ravalés au rang de bibelots, le cérémonial de cour est figé dans le plâtre et la porcelaine. Le public ne se lasse pas de la saga des têtes couronnées. Elisabeth est à l'affiche du Theater an der Wien depuis plusieurs années. La comédie musicale parle d'amour, de désir, de souffrance et de mort. La pièce, qui se veut à l'opposé du culte mièvre de Sissi des années 50, n'est rien d'autre que la preuve d'une fascination toujours vivace pour l'impératrice. La voici donc, Élisabeth, telle qu'elle était ou telle que les peuples de la monarchie en deuil se sont plu à l'imaginer. 6 ans après l'assassinat de l'impératrice, en 1898, ils lui ont trouvé un coin bien tranquille dans le Volksgarten, le jardin public de la Hofburg, le palais impérial. Les Viennois adorent côtoyer la légende de leur chère Sissi. Mais ils préfèrent thésauriser son cher époux dans leurs bas de laine ou dans leur coffre sous la forme de ducats d'or à l'effigie de François-Joseph. L'hôtel de la monnaie de la République frappe l'aigle à 2 têtes à la chaîne et la demande des précieuses pièces ne donne aucun signe de faiblesse.
L'empereur est toujours accroché au mur. Tout ici est impérial et royal, comme avant, bien à l'abri dans certains salons de la bonne société viennoise. D'éminents musiciens du Philharmonique de Vienne ont formé un orchestre de chambre. Ils donnent des concerts privés et perpétuent ainsi la tradition musicale de Vienne. Sans aucun artifice, de l'art pur, Mozart, l'ambiance, il n'y a aucune fausse note. Les portraits de François-Joseph et les autres reliques impériales ne sortent pas d'un magasin d'antiquités, ils sont dans la famille depuis toujours. Le père de la maîtresse de maison était officier de cavalerie. C'était un Ulan, il a servi à Tchernowitz, dans la lointaine Bucovine. Tchernowitz était le centre de l'administration militaire de l'Empire. Le monstrueux ministère de la guerre, dont la construction fut achevée en 1913, était un édifice bien trop imposant pour les besoins de défense d'une république neutre. Aujourd'hui, il abrite plusieurs ministères civils. L'Empire austro-hongrois avait bien une flotte navale, pour preuve l'amiral Wilhelm von Tegetthoff, vainqueur héroïque de la bataille navale de Lissa. Il se dresse au milieu des voitures du Praterstern, un peu comme Nelson à Trafalgar Square. L'ancien ministère de la Marine qui domine le fleuve est orné des couleurs des ports austro-hongrois sur l'Adriatique. Trieste, Pula, Fiume, Zadar, Raguse, l'actuel Dubrovnik. Son nom officiel était Département de marine impériale et royale. Sur cette place, la Freiung, la fontaine Austria témoigne encore de l'étendue de l'Empire. Des 4 fleuves qu'elle symbolise, seul le Danube traverse encore l'Autriche. Tourné vers le lointain, son regard semble suivre son long cours vers la mer Noire. Le Pô garde les portes de l'Italie. L'Elbe, gardienne des légendes de la Bohème romantique. Et la Vistule est une forte slave. L'église votive devait être le panthéon de la monarchie. Elle fut construite en action de grâce en 1853 à la suite de l'échec d'une tentative d'assassinat sur la personne du jeune empereur. Tous les États de la couronne ont participé à son financement. Elle devait avoir symbole de viribus unitis architectonique, de forces unies, selon la devise de François-Joseph. Les armoiries symbolisaient son titre, empereur d'Autriche et roi de Hongrie par la grâce de Dieu, roi de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, de Slavonie, de Galice, de Lodomérie, d'Illyrie et de Jérusalem. Et aussi duc de Lorraine, Salzbourg, Styrie, Carinthie, Carniole et Bucovine, grand-duc de Transylvanie, margrave de Moravie, duc de Haute et Basse-Silésie, de Modène, de Parme, de Plaisance et de Guatala, d'Auschwitz et de Zator, du Tessin, du Frioul, de Raguse et de Zara, etc., etc. Si la plupart des terres étaient la propriété personnelle des Habsbourg, ils en avaient perdu certaines et d'autres ne leur ont jamais appartenu.
Dans la salle de réception de l'ambassade hongroise, l'empereur, roi de Hongrie, regarde les mannequins de Budapest défiler devant des acheteurs viennois. En 1896, l'oligarchie hongroise rend hommage à François-Joseph et à Élisabeth à l'occasion du 1000e anniversaire de l'arrivée des Magyars sur le Danube. La chancellerie aulique de Hongrie-Transylvanie a administré les pays de la couronne hongroise depuis Marie-Thérèse avec quelques interruptions. À partir de 1867, la Hongrie jouit d'une plus grande autonomie et le représentant du gouvernement hongrois s'installe ici, dans le camp de son Altesse impériale, comme on l'appelait si joliment, et défend les droits politiques des Magyars. Depuis la Première Guerre mondiale, la chancellerie abrite l'ambassade hongroise. Quelques rues plus loin, la chancellerie aulique de Bohême. C'est de là qu'autrefois, la Bohême, la Moravie et la Silésie étaient administrées. Aujourd'hui, ce magnifique édifice abrite la Cour constitutionnelle et le tribunal administratif d'Autriche. François-Joseph était roi de Bohême, mais il ne s'est jamais fait couronner. L'aigle du Magravia de Moravie, le lion de Bohême et l'aigle de Silésie. Dobrý den, milé děti. Guten Tag, liebe Kinder. Dobrý den, paní učitelko. Guten Tag, Frau Lehrerin. Good morning, teacher. 150 enfants sont inscrits à l'unique école tchèque de Vienne, gérée par l'association scolaire privée Komenský. Au début du siècle, Vienne comptait encore 100 000 habitants de langue tchèque ou slovaque, et sur une population totale de 1,5 million d'habitants, près de 500 000 étaient nés en Bohême ou en Moravie, dont la moitié dans des régions germanophones. À l'époque, on disait que Vienne, et non Prague, était la plus grande ville tchèque et qu'un vrai Viennois avait forcément une tante à Brünn. Richtig. Jak to řekneme česky? Když jsme chtěli, aby všichni na světě byli, aby, no, kdo nám řekne? Aby byli všichni lidi bratři a kamarádi. Kamarádi a bratři. Tak se krásně postavíme na své. A ten konec, jak to vždycky děláme, ano? Připravíme. Na radost nic světě není, budiš zdravá radosti. Vstupujeme o koleni ve tvé krásné království. Tvoje kouzlo stojí s lidem, to, co tledva rozetla. Bratry budou všichni lidé, kde tvé něžné křídlo bláh. A da bismo ovu svetu misu mogli što dostojnije i proslaviti, ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama. 6 nourrissons sont portés sur les fonds baptismaux ce samedi à l'église nationale croate. Certains samedis, ils sont plus nombreux encore. Devant le porche, 3 ou 4 couples de futurs mariés attendent leur tour. Les Croates ont toujours compté parmi les plus fidèles sujets de l'empereur.
Mais ils ont dû attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour avoir leur propre église. Toutes les ethnies et communautés religieuses de la monarchie ont ainsi droit à leur église dans l'ancienne capitale et résidence impériale. À Vienne, on prie, on chante et on prêche en allemand, mais aussi en hongrois, en tchèque, en italien, en roumain, en arménien, en polonais, en serbe, en grec, en russe, en ukrainien et même en croate. L'Église est le ciment de l'identité nationale, elle est un lien avec la terre natale, un lieu de rencontre, un refuge pour les plus démunis et un lieu de fête. Katarina, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ivane, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Sainte-Barbe, près du couvent des Dominicains. Les Ukrainiens sont chez eux, la messe y est célébrée selon les rites grecs orthodoxes. Après la première partition de la Pologne en 1775, l'impératrice Marie-Thérèse a offert l'ancienne chapelle des Jésuites à ses nouveaux sujets, les Rutènes, ainsi qu'on appelait les Ukrainiens sous la monarchie. La Garde-Kirche, sur le Rennweg, est la paroisse polonaise de Vienne. Aucune autre église n'accueille autant de fidèles chaque dimanche. Après la messe, ils se rencontrent entre amis, étudient les offres d'emploi. On se croirait sur une place de marché ou sur la place d'un village polonais. Ils trouvent ici des journaux et des livres en polonais. Ici, ils retrouvent leur pays pour quelques heures. En 1899, l'église a été inaugurée en présence de l'empereur François-Joseph, qui en avait fait don au Père de la Résurrection. La vie des Juifs à Vienne est toujours associée à un chapitre tragique de l'histoire autrichienne. Les Juifs ont toujours été de fidèles sujets de l'empereur. Tout comme ce riche négociant et chevalier de l'ordre du mérite impérial, ils considéraient l'empereur comme leur protecteur. Après la dislocation de l'empire des Habsbourg, la ville comptait plus de 200 000 Juifs. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 6 à 7 000. Au cimetière israélite de Währing, le dernier enterrement a eu lieu à la fin du XIXe siècle. La capitale autrichienne est parcourue par un réseau métropolitain très étendu. Les stations de métro Art Nouveau sont l'œuvre d'Otto Wagner. L'architecte, initiateur de l'art moderne,
voulait harmoniser l'esthétique et le fonctionnel dans une ville nouvelle et élégante. En 1898, Vienne construit le métro et il réalise son rêve. Les tunnels, les ponts et les stations de cet ouvrage d'art connu dans le monde entier ont trouvé leur place dans le réseau modernisé. Les Viennois préfèrent oublier que leur métro a menacé de s'effondrer à une certaine époque. L'ancien et le nouveau se côtoient, les ouvrages classés monuments historiques ont retrouvé leur vocation première. À Hietzing, seul le pavillon est aujourd'hui un musée. L'empereur n'a mis les pieds qu'à 2 occasions dans ce pavillon luxueux situé près de Schönbrunn. Otto Wagner l'avait conçu spécialement pour lui. En revanche, l'empereur avait nettement plus souvent recours au service des fournisseurs officiels de la cour, notamment des bijoutiers. Certains fournisseurs tiennent encore précieusement à leur titre. C'est bon pour le prestige et le commerce. Cela fait longtemps que la cour de Vienne a disparu, mais les hauts fonctionnaires sont toujours honorés du titre de conseiller aulique. Les Lipisans caracolent dans le manège espagnol, le chausseur impérial possède encore les embauchoirs de l'empereur. À côté du célèbre salon de thé Demel, qui s'appelle ici Café, d'autres maîtres labellisés K&K s'exercent encore à l'art suprême de la pâtisserie. Juste derrière le Parlement, l'ancien Reichsrat, les tartes et tartelettes de Maître Sluka attiraient la fine fleur politique et ses dames à l'heure du café. Ces biscuits au chocolat, Dobosschnitte, tartes Esterhazy, ces gâteaux fourrés aux marrons et ces florentins étaient célèbres dans tout Vienne. Si quelque chose est resté du vieil empire, ce sont les pâtisseries et la gastronomie viennoise. Elles sont l'heureuse conjugaison des arts culinaires de tous les peuples et de toutes les contrées de la monarchie. Impérialiste et fine bouche, Vienne avait choisi le meilleur pour en garnir sa table. À Schönbrunn ou au château, la cour pratiquait un art de la table que l'on ne rencontrait nulle part ailleurs. Le vieil empereur mangeait frugalement, mais de tous les anciens musées et institutions dont la République a hérité, la collection de porcelaine et d'argenterie de la cour est sans conteste la plus impressionnante. Le service en porcelaine de Sèvres, cadeau de la reine Marie-Antoinette à son frère, Joseph II. Et le service en vermeil de Milan, offert par Eugène de Beauharnais, beau-fils de Napoléon. Et puis, il y a aussi les armoires remplies de la vaisselle courante et des nécessaires de voyage. Quelques nécessaires de toilette en porcelaine. La monarchie a disparu, sa porcelaine lui a survécu. La roue de l'histoire a continué de tourner, mais le désir de l'arrêter ou de remonter le temps est resté. Jouer avec le passé, comme ici pour un petit tour historique de la Burghof en calèche, c'est un peu échapper à son quotidien.
À Vienne, jolie mascarade et réalité fantastique ont tendance à se confondre. Des temps houleux ont balayé la monarchie, mais le vieil empereur, courbé sous le poids des ans et de l'Empire, se tient dans un coin paradisiaque des jardins, loin de tout, et pourtant bien présent, comme s'il allait nous lire Le passé ressuscité de Franz Werfel. Mais il se contente d'écouter le chant des oiseaux, le bruit des voitures, la tondeuse du jardinier et le clic-clac des appareils photo, et puis, au loin, une marche entraînante. Beaucoup de contemporains de François-Joseph pensaient qu'il ne mourrait jamais, et à Vienne, effectivement, il semble vraiment éternel. Parmi les dynasties d'Europe, celle des Habsbourg est sans conteste la plus européenne de toutes. Aucune lignée de souverain n'a porté aussi haut le principe d'un pouvoir universel et supranational. Aucune autre famille n'a étendu sa domination sur autant de nations et de peuples d'Europe différents. Quand la puissance des Habsbourg devint mondiale, l'un d'eux put même affirmer que le soleil ne se couchait jamais sur son empire. Tout commença le 24 octobre 1273. Un Habsbourg accédait pour la première fois à la couronne du Saint-Empire romain germanique. Les princes électeurs avaient choisi parmi eux Rodolphe de Habsbourg, bien qu'il eût déjà 55 ans. En la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, il monta sur le trône qu'occupait jadis Charlemagne. Mais Rodolphe n'était alors qu'un souverain sans grand